Bonjour Ronan, Hello. merci d'être là sur T45. Tu es le fondateur d'OSS Venture. Ventures ou Venture Ventures, yeah. Venture, ouais, c'est les aventures. Ouais. Studio né en 2019, ça fait Yes. 5-6 ans maintenant, spécialisé dans la création de logiciels industriels. Donc on est vraiment là dans le pro, dans le B2B. L'industrie, évidemment, c'est le thème chaud de 2026 et a priori ça va durer, une industrie malmenée, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, et mal aimée aussi pendant des décennies dans des pays comme la France, et le réveil est là. Il est douloureux, il y a quand même une prise de conscience qui est assez générale sur le continent, et donc toi tes logiciels sont conçus au cœur des usines, ça tombe bien, avec cette promesse simple, il n'y a pas d'idée hors sol, vous êtes sur le terrain, c'est de l'impact opérationnel. Et puis ensuite, quand ça fonctionne, il y a le passage à l'échelle. Tu annonces donc cette semaine le premier closing d'un nouveau fonds, 75 millions d'euros. Ça, c'est la cible, 75 millions. T'es à mi-parcours là? Oui, un peu Ouais. plus que la moitié du montant. Un peu plus, très bien. Et souvent, c'est le plus dur, parce que c'est au début que les gens ont du mal à se chauffer. Après les autres suivent. Le premier closing est fait. Voilà. Il y a de l'argent sur le compte. Ça a été pensé comme un fonds d'amplification. Donc, en clair, tu vas financer les boîtes que vous avez créées afin d'accélérer leur industrialisation, leur déploiement en Europe, mais aussi aux US. Ça m'intéresse de creuser ça avec toi, puisque tu es entre Paris et Boston avec tes équipes. Tu parles d'une vision occidentale. Yes. Donc, fini la guerre US-Europe. Pour toi, il faut aller largement au-delà. Ou peut-être guerre, au moins économique, entre un bloc émergent ou bloc asiatique, chinois, versus le reste du monde, ou versus Europe, US, selon toi. Tu nous définiras ça. Et puis, je voudrais aussi savoir ta définition d'un venture studio. On en parle très peu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de marché? Est-ce que tu défriches quelque chose par rapport à un startup studio, donc venture studio versus startup studio, versus accélérateur, versus incubateur, etc. etc. Bon, première question pour toi, Ronan. D'où viens-tu? C'est quoi ton rapport à l'industrie? Pourquoi tu es tombé dedans récemment ou plus petit, je sais pas. D'où je viens, moi je viens de Bretagne, un papa qui était dans l'armée, qui était docteur militaire, et ma mère qui était infirmière. On a déménagé 18 fois avant que j'ai 18 ans, dans 11 pays, donc un peu partout dans le monde, en Afrique, etc. etc. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé que j'étais bon en maths. Comme j'étais bon en maths, on m'a payé mes études. Et quand j'ai fini mes études, on m'a dit que soit il fallait aller dans le public, soit il fallait repayer mes études. J'ai vite fait regarder mon compte. J'ai compris qu'il fallait que j'aille dans le public. Donc j'ai fait 2 ans et 1 jour dans le public comme économiste à l'OCDE. Et là, j'ai cherché un job parce que je me suis dit, OK, le public, en fait, je peux pas. Donc je veux faire le privé. J'ai trouvé un job dans un petit cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey. Encore maintenant, je sais pas pourquoi ils m'ont pris, parce que j'étais un matheux fou qui savait pas lire un bilan. Ils m'ont pris. Premier jour, j'étais en pull. Et il y a un mec qui a dit, puisqu'il est en pull, peut-être qu'il sera bien pour l'industrie. Ils m'ont emmené dans une usine. Et là, 20 ans... T'en es jamais sorti? J'en suis jamais sorti. Et je suis très reconnaissant à Mac parce qu'ils m'ont appris tout ce que je sais sur qu'est-ce que c'est qu'un C-level, qu'est-ce que machin, etc. J'ai visité des dizaines, des centaines d'usines. Après, je suis devenu patron opérationnel parce que j'aimais bien être opérationnel. Donc, je suis patron d'usine, patron de la qualité, etc. etc. Donc voilà, c'est de là d'où je viens. Et c'est comme ça que je suis tombé un peu amoureux du monde des usines. Bon, tu lances ta propre structure en 2019, juste avant Covid. Yep. OSS Venture. C'est quoi ce nom-là? C'est le one-stop shop, le guichet unique, c'est l'open source, c'est le clin d'œil à l'après-CIA, agent du jardin, je sais pas. Un peu de tout J'ai ça. pas la ref. Un peu de tout ça. Ouais. C'était Operation Startup Studio à l'époque. D'accord. Short OSS. Et en fait, quand j'ai vu que ça faisait marrer tout le monde, quand je disais OSS, j'ai gardé le nom. À l'époque, en fait, quand j'ai commencé OSS, je suis revenu des US parce que j'avais monté une boîte là-bas dans la tech à SF. Et donc, quand je suis revenu, j'avais pas du tout tous ces trucs-là de Jean Dujardin et compagnie en tête. Mais quand j'ai vu que ça faisait marrer les gens qui se rappelaient, je me suis dit, Mais OSS, c'est quoi aux US? C'est l'agence avant la CIA? Ouais, c'est Special Services, ouais. Ouais, c'est ça. Service secret, ok. Bon. Du coup, tu gardes. Venture Studio industriel. Pourquoi tu lances ça? Tu aurais pu lancer une start-up industrielle. J'ai reçu sur ce podcast des Wondercraft, bientôt Exotech. Ouais. Magnifique boîte Exotech. Pourquoi pas un fonds? Pourquoi pas un cabinet de conseil là-dedans? Pourquoi tu lances? En fait, j'avais vendu mes parts dans ma boîte à San Francisco. Et donc, je m'étais marié
Et ma femme me dit, bon, c'est insupportable, tu tournes en rond autour de la table basse, faut que t'arrêtes là. Attends, mais c'est quoi cette boîte? T'en as pas parlé là? Chance, ouais. J'ai cofondé Chance, une boîte qu'on a fait entre Rio et San Francisco. On l'a faite, on l'a scalée jusqu'à la série B, je suis parti et j'ai revendu mes shares, donc je me suis retrouvé avec rien à faire et un peu d'argent. Et j'avais entre-temps aussi découvert SF. C'est combien de zéros un peu? C'est suffisamment pour pas garder son compte. Okay. Et j'ai découvert que je faisais pas ça pour l'argent. Donc c'est quoi, 7, 8, 0 non. Tu veux pas dire, bon. No numbers. Okay. Et donc, en fait, j'avais rien à faire. J'étais au cœur de SF. Et comme j'avais fait pas mal d'industrie, je me suis mis en tête en 2018 d'aller visiter Tesla. Et je suis allé voir Tesla. Donc, c'était en Calif. Et là, en Californie. Et c'est où, rappelle-moi? C'est à Oakland, non? Non, c'est pas Oakland. C'était... Putain, j'ai mangé le nom. Bon, je sais plus. Ouais. Mais bref, j'arrive invité par un pote. Et là, je vois une usine de bagnoles. J'en avais vu un nombre non négligeable d'usines de bagnoles. Hein. Europe, Asie? Ouais, un peu partout. Ouais. Je vois une usine de bagnoles. Il y avait des tentes sur le parking. Ils étaient ça veut dire qu'il était labour, là. Oui, alors c'était le Automation L. Ils voulaient sortir le X. Ouais, c'était la première fois. Et c'était le Automation L. À l'époque, c'était Luc Leroy qui gérait ça. Et en fait, ils n'arrivaient pas à sortir les bagnoles. Donc en fait, ils avaient trop automatisé. Ils avaient moins automatisé. Donc ils assemblaient des bagnoles sur un parking. Et quand je vais dans l'usine, là, je vois des mecs, souvent des mecs d'ailleurs, assez jeunes, avec des baskets, en train de coder sur des laptops Apple. Et en fait, c'était une boîte de tech, mais qui faisait des bagnoles. Et là, j'ai eu un espèce de choc total. Ma femme pourra en parler. Pendant 2 jours, j'en ai pas dormi. Je faisais que parler de ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, OK, en fait, toutes les usines vont être des boîtes de tech dans les 20 prochaines années. Et je viens de voir le futur. Je me suis retrouvé dans la situation... Je sais pas s'il y a un occidental, pour la première fois, qui a été dans une usine Toyota, au moment où les mecs avaient inventé le lean. Il n'y avait personne en Europe qui faisait du lean. Mais j'ai eu le même choc, quoi. Et pourtant, je me considérais comme pas mauvais en usine, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh. Rappelle la méthode Toyota, là. Ouais, les Japonais, ils ont inventé, mais c'était il y a 40, 50 ans. Ouais, 50 ans. Ouais. Une méthode de management qui est très particulière, qui est sur les flux, sur la résolution de problèmes, sur le rapport aux collaborateurs, sur la standardisation du travail, sur l'extrême agilité, le One Piece Flow, plein de choses, le Jidoka et compagnie. Et en fait, ça a complètement changé la façon de gérer les usines. En gros, c'était le truc d'après le Fordisme. Ça les a rendues beaucoup plus efficientes. Ah oui, on parle de 20-30 points d'efficience sur tous ces trucs-là. Exactement. Ouais. Et en fait, Tesla, c'est la même marche. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai vu, j'ai eu ce choc-là. C'était la même marche. Et en fait, beaucoup de robots à l'époque. Pas tant. Ils ont voulu en mettre trop, ils en ont mis moins. C'est plutôt l'irruption du software dans l'usine. Okay. Et en fait, je te prends un exemple tout con. Tu vas dans un constructeur de bagnoles européen qui n'a pas bougé. Mettons un allemand, comme ça. T'as par usine, tu as peut-être 3 mecs qui codent les machines et après les machines elles exécutent le code. Ça s'appelle l'industrialisation. Chez Tesla, et donc ces gens, il y en a 3 par usine, ils sont mal payés, ils font un boulot qui est pas ouf et ils ont plein de codes à faire tout le temps. Chez Tesla, tu as 5 à 10 mecs payés $500,000 chacun. Quand ils appuient sur entrée pour pousser du code, ça envoie à la Gigafactory à Austin, ça envoie à la Gigafactory à Shenzhen, ça envoie à la Gigafactory à Berlin. Et donc, en fait, c'est comme une boîte de tech, à savoir le leverage de chaque individu humain, il est énorme, mais c'est une usine. Et en fait, ça change tout. Tu vois, je te prends un autre exemple. Aujourd'hui, il y a 3 boîtes dans le monde qui font le châssis de la bagnole en une seule fois, avec ce qu'on appelle la gigapresse. Donc, le gigacasting, c'est une presse qui est énorme, qui est grande comme 5 fois la pièce. Et ça presse, boum, et ça fait un châssis en une seule fois. Tu vas dans un constructeur legacy, tu as 50 sous-traitants qui font les 50 sous-parties et tu as un mec qui soude à la fin. Qu'est-ce qui empêchait de faire la gigapresse ? C'était pas le hardware, c'était le software. Il fallait 400 capteurs dans la presse et il fallait une AI qui en permanence regarde la déformation réelle, la constate et du coup fait à chaque fois le même châssis mais jamais en pressant de la même façon. Et en fait, c'est partout comme ça. Il y a des dizaines et des dizaines de concepts où les mecs ont réinventé la façon dont on fait. C'est aussi profond que ce qu'il y avait et ce qui nous est arrivé avec le Lean. Et donc, je me suis pris ça sur la tête. Et là, j'ai dit, OK, c'est mes 20 prochaines années. Et donc, j'ai créé OSS. C'est là où tu lances ton Venture Studio. Ouais. Exactement.
Bon, ce modèle, du coup, Venture Studio, un peu de dev, c'est quoi versus un startup studio? On connaît Exa, Thibaut Elzière est venu aussi à ta place il y a quelques années. On connaît les accélérateurs, les incubateurs, les campus. On était avec Roxane Varza il y a quelques semaines aussi à ta place. Bon, c'est quoi la diff? Bon, déjà, le business model. Donc, le business model, c'est un business model de fonds d'investissement. Donc, comment est-ce qu'un venture builder fait de l'argent? Réponse, on a des parts dans des boîtes à très forte croissance, à un moment où il sait quasiment rien, et on les vend quand c'est des grosses boîtes. Et du coup, la différence fait ton argent. Donc ça, c'est le modèle de prise de risque. Par rapport, tu vois, il y a pas mal d'accélérateurs, etc. C'est plutôt du real estate. Tu vois, ils vendent des places assises. Nous, on vend pas des places assises si nos boîtes marchent Oui, pas. c'est pas du coworking, quoi. Ouais, voilà. Donc, déjà, c'est le business model. Mais c'est pas toi qui l'as créé, du coup. Si. Si, quand même. Donc on les crée. Et Ok. donc la différence avec un fonds d'investissement, parce que tu pourrais dire c'est le même taf qu'un fonds d'investissement, la différence avec un fonds d'investissement, c'est que les fonds d'investissement, ils cherchent sur le marché des boîtes qui existent, ils choisissent qu'il y en a qu'ils aiment plus que les autres, ils investissent dedans, ils espèrent que ça va là. Nous, on va dans les usines, on voit s'il y a des boîtes qui devraient exister. Quand on pense qu'une boîte devrait exister, on la crée, on appelle des fondateurs et des fondatrices, jusqu'à ce que ça marche. Notre définition de ça marche, c'est un demi-million de revenus. Et quand ça marche, la boîte devient indépendante. On prend 25 points du capital et on reste très très hands-on. Donc on continue à les aider, on continue à leur envoyer des clients, on continue à les aider sur le produit, etc. etc. Et donc on a fait ça, ça fait 5 ans qu'on existe. On a commencé 30 projets, on a lancé 22 boîtes. Et on a fait x10,1 sur notre investissement initial. Ce qui est une excellente nouvelle parce qu'une grosse partie, c'était l'argent que j'avais fait avec ma boîte. Donc la négo avec ma femme est réussie. Et donc c'est un Attends, autre x10 au modèle. total, tu dis? Ouais, En x10. valorisation? Ouais. Ok. x10 entre ce qu'on a investi et ce qu'on a joué. Ok. Et en fait, par rapport à un fonds d'investissement qui va chercher des boîtes qui existent déjà, nous, c'est créer les boîtes. Et en fait, moi, je suis pas amoureux du modèle venture builder et compagnie. C'est juste que, en fait, tu regardes un peu le marché. L'industrie, c'est 25-40% du PIB en fonction de quand tu le prends. Si tu mets le warehousing, les choses comme ça, etc. Donc, admettons que c'est 40% du PIB. C'est 0,7% du VC money. C'est 0,4% des boîtes qui se lancent. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de deal flow. Et les entrepreneurs qui sont incroyables, il n'y en a pas assez qui vont dans l'industrie. Donc il fallait que tu le fasses toi, quoi. Bah voilà. 25%, tu dis l'industrie? Ouais. Au niveau global. Hein. Ah oui, ok. Dans un pays comme la France, c'est quoi, 15? 9-10. 9-10. On est passé en dessous de la Grèce. Ok. En relatif du pourcentage. En volume. La bagnole, d'ailleurs, c'est un bon exemple. Hein. Quand tu ouais, regardes, bien sûr. je crois que la France, je suis pas sûr je pense qu'on est plus dans les 10 premiers. Hein. Mmh. On s'est fait balayer par plein de pays. Le PIB industriel en volume de la Suisse devrait dépasser celui de la France dans 4 ans. Ça fait mal, hein. En volume, c'est-à-dire en valeur absolue, quoi. Mmh. Wow. Ok. Bon, ta méthode, quelle est-elle, du coup? C'est le terrain, ok, on a compris. Après, tu cherches un usage. Et tu disais, donc, tu citais ce chiffre, 500 000 euros quoi, d'ARR. Là, tu passes à l'échelle et tu vas essayer de le distribuer dans plein d'autres boîtes, enfin, dans plein d'autres usines. Nous, déjà, on a itéré 8 fois. Depuis 2 ans, avec les AI, ça a tout changé. Mais on a du coup notre nouvelle version de notre process de building. Et puis, j'ai 20 builders avec moi. Alors, c'est tous des ingés, des codeurs, des designers. Il n'y a personne qui est exec ou qui fait des tableurs Excel chez nous. C'est des codeurs. Il y a un concept un peu central. Nous, on appelle ça le 10x. Donc, le 10x, c'est si on build un truc, il faut que ce soit 10 fois mieux que l'alternative. Il y a une raison un peu business à ça, qui est assez simple, qui est qu'en fait, les groupes industriels, ils savent faire des projets très gros, mais ils ne peuvent pas en faire 40 par an. Donc en fait, tu fais un truc sur, je sais pas, la qualité, tu n'es pas en concurrence avec les sujets de qualité. Tu es en concurrence sur l'impact global que tu as créé versus des autres sujets sur d'autres sujets. D'accord, donc si c'est pas énorme, si c'est pour grappiller quelques points, tu peux pas. Tu seras dépriorisé et c'est mort. Exactement. Ils choisiront pas ta solution. Exactement. Et ça, c'est une leçon qu'on a payé cher pour l'avoir. Mais maintenant, on l'a. Et tu vois, et il y a pas mal de boîtes où en fait, c'est sur ça qu'on a fait. Donc, on cherche le 10x. Donc, c'est quoi un 10x? Bon, je vais te donner 3 exemples de boîtes qu'on a lancées. Vas-y. Il y a 30% du manufacturing européen qui ont au moins 10% de leur headcount à faire des devis. Tu as des mecs qui te demandent une menuiserie sur mesure et tu as un mec qui fait un devis pour une menuiserie sur mesure. Taux d'équipement de l'AI et du software, 0%. On a parlé à 150 boîtes, 0% de taux d'équipement. Because AI, x10 sur la productivité des gens qui font des quotes. Ça, une PME industrielle qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle est prête à te payer 80 000 balles pour ça par an. Voilà, ça, c'est un 10x. Tu vois. Et donc, comment on découvre ça?
On n'a qu'une seule façon de le faire, c'est en allant sur le shop floor. Moi, mon équipe, là, j'ai une équipe en Finlande. Aujourd'hui, j'ai une équipe en Finlande et une équipe en Turquie. Tu vois, et je vais en Turquie la semaine prochaine. On est tout le temps dans l'usine, on regarde tout ce qui peut être fait. Et Vous êtes plus souvent dans les sites industriels que devant des Mac, dans des Ouais. dans des coworking. Et d'ailleurs, de ou façon bureaux. marrante, même les codeurs. Maintenant, les codeurs carrément vont sur le shop floor parce qu'en fait, avec Claude Code et compagnie, maintenant, tu as tellement fait de productivité. Bref. Donc, ça, c'est un premier exemple, tu vois, les quotes. J'en prends un deuxième qui est hyper marrant. Une des premières boîtes qu'on a lancées qui s'appelle MySea. Ça fait de la safety et de la santé, mais sur les sites dangereux. Donc, les mines, les bateaux, les sites pétroliers. En fait, tu as toujours des médecins. Et ces médecins, ils gèrent des trucs dangereux. Enfin, tu vois, les gens qui font du underwater welding, qui font de la soudure sous-marine, c'est le plus haut taux de mortalité possible. Parce qu'en fait, c'est méga dangereux. Donc en fait, il faut tout le temps monitorer leur santé, faire des trucs. Ces mecs-là, ils n'avaient pas de software. C'est impossible de savoir même que ce truc est un marché si tu n'as pas tes chaussures de sécurité. Et ben en fait, turns out, cette boîte, c'est une énorme boîte. On l'a trouvé parce qu'il y a un mec dans une plateforme pétrolière qui nous a appelé, qui a dit: j'ai compris ce que vous faites, je veux absolument bosser avec vous, venez chez moi, j'ai un problème. Et là, ils ont levé 10 millions d'euros. Et en fait, on s'est rendu compte que ce marché, il est monstrueux. Il y a de quoi faire une boîte à 100, 200, 500 millions de... Pourtant, Donc, c'est une niche. et c'est pas une niche. Non. Bah non. Bah, c'est pas une niche, c'est Il destiné y a à. un soignant sur 30 Oui. qui bosse dans une boîte. Parce que c'est un environnement dangereux dans le monde. Un soignant sur 30. Donc en fait, non, c'est pas une niche. C'est marrant que tu dis c'est une niche. Quand je suis revenu des US, au début, j'ai essayé d'aller voir VC pour leur dire ce que je voulais faire. Et il y a un VC très connu qui m'a dit: mais l'industrie, c'est pas une niche. Et je lui dis: bah, enfin, je sais pas, regarde autour de toi, tout ce qui est autour de toi a été fait dans une usine. Donc non, c'est pas une niche, c'est 25% du PIB industriel. Et il m'a dit: ah ouais, je suis pas convaincu. Bon, bah, tu lui donnes tort aujourd'hui. Quand on est arrivé aussi d'ailleurs dans ce studio là chez Orso Media, tu m'as dit: tiens, regarde autour de toi, il m'a fait le même coup, et tu m'as dit 80% vient d'usines, mais tu as précisé d'usines chinoises. Bah ouais. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus là? Ouais, évidemment. Ouais. Évidemment. Ça fait partie de ton play OSS ou Ouais, en c'est fait. une couche Ouais, bah, accessoire? non, c'est le cœur du truc. Enfin, tu vois, je suis européen et en plus, à l'intérieur de l'Europe, je suis français. Donc, par définition, je suis universaliste. On pense un peu trop aux autres d'ailleurs, en France souvent, mais bref. En fait, si tu consommes des trucs qui ont été faits par des gens où tu voudrais pas que ta fille ait les conditions dans lesquelles ça a été produit, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois. Donc, en fait, la seule posture normale quand tu es un technologiste et que tu as choisi ce problème, c'est dire: ok, je fais un système où je veux que ma fille bosse dans ce système-là. Tu vois, moi, ma fille, elle a 4 ans, donc elle a un peu de temps, mais si elle va bosser chez Tesla, être payée $500,000, et quand tu code, il y a 40 machines partout dans le monde qui font un programme, je trouve que c'est cool. Si elle a un SMIC et demi dans une usine en Pologne, parce qu'il n'y a personne qui a fait la bonne technologie et que du coup, elle n'a pas de leverage et que du coup, sa vie est un peu moins bien, bah, je suis pas content. Tu parles du code des développeurs. On avait un invité à ta place il y a 3 semaines, un mois, Johan, qui avait fait une très belle boîte avant et qui continue aujourd'hui, enfin qui était dans la fintech avec Bridge, avec Banking surtout, et aujourd'hui qui est sur GetMind, donc dans l'IA, et qui disait: ouais, 30% des développeurs allaient être au chômage quoi, avec l'histoire d'IA. Ouais, c'est plus que ça, je pense. Plus que ça? 1 sur 2? Ouais. Okay. Et en fait, c'est vrai pour les codeurs, mais c'est les premiers. En fait, tous les jobs col blanc, intellectuels, répétitifs, ça va être automatisé dans les 5-10 prochaines années. Ouais. Et donc l'industrie est un peu... pourrait être protégée ou pas? Ah bah non, en fait, alors, protégé. Les jobs dans l'industrie, j'entends. En fait, il y a un point à partir duquel, si tu as besoin de moins de personnes dans l'usine, ton coût à produire, il devient le même que tu sois en France ou en Chine, ou au Bangladesh, ou etc., etc. Donc en fait, l'hyper-automatisation, ça permet de ne plus être tributaire du coût de la main-d'œuvre locale. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire de la réindustrialisation sur le nouveau bon modèle. Donc en fait, les usines et le modèle productif, il va bénéficier de ça. Par contre, quand tu regardes, pour moi, le seul comparable dans l'histoire économique qu'il y a eu, c'est quand on a commencé à mécaniser les usines. Ça a pris 20 ans, il y a eu 20% de chômage, ça a été chaud en termes social, et il y a 60% des boîtes qui ont été wiped out. Et je pense qu'on va aller dans un truc un peu pareil. Alors après, la timeline,
Je pense que les hyperscalers, ils ont peut-être vendu un truc un peu trop rapide, donc peut-être qu'on va se prendre une explosion de bulles. Mais historiquement, les économistes, ceux qui suivent la macro, te disent que les pays les plus robotisés, et essentiellement, j'imagine, dans l'industrie, Allemagne, Japon, Corée du Sud, etc., sont ceux qui ont toujours eu les taux de chômage les plus faibles. Bien sûr. Il y a une corrélation, quoi. Évidemment. Parce qu'en fait, quand tu pousses tout vers le haut et que tu as beaucoup plus de création de valeur, en fait, tu inventes des nouveaux jobs, tu inventes des nouveaux trucs à faire, etc., etc. Et même, tu sais que la Chine a un taux de robotisation qui est largement supérieur aux Français. Et en plus, la Chine, là, dans 4-5 ans, le SMIC à Guangzhou, l'équivalent du SMIC à Guangzhou, c'est $950. Donc en fait, ça va tangenter, là. Ouais. Oui, mais sauf que dans notre fantasme maintenant, et qui n'est plus vraiment un fantasme, c'est l'usine chinoise qui continue, qui tourne 7 sur 7, 24 sur 24, et on coupe la lumière, quoi. Il n'y a plus personne. Ouais, ça c'est du marketing pour l'instant. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'équation économique, en fait, si tu as 20 personnes pour une gigafactory, tu n'as pas besoin de faire le dernier 10% d'automatisation qui est ultra cher, ultra coûteux, etc. Donc pour l'instant, ça c'est du market. Soyons très clairs, c'est du marketing. Il y a quelques cas où c'est pas mal, genre pour les chips, en fait, tu es obligé de tout automatiser parce que tu as un volume de malade. Mais en fait, pour la majeure partie de l'économie, ce que tu vas avoir, c'est 20 personnes et une gigafactory. Bon, tu viens de lever tu lèves 75 millions. Tu as fait déjà une bonne partie du parcours puisque tu as annoncé cette semaine ton premier closing. Donc, j'ai bien compris, fonds d'amplification. C'est pas pour tester, c'est pas pour expérimenter, c'est pour suivre les boîtes que vous avez déjà créées. Donc, dans le jargon, on parle de follow-on. Yes. Qui te suit là-dessus, là? C'est le cas de le dire, qui te follow. Qui te follow. J'ai la chance d'avoir deux Anchor LP qui acceptent en plus de citer, donc merci à eux. Le premier, c'est Technor Apex. Donc Technor Apex, c'est le plus vieux industriel de Boston. Ils ont fait partie des premières usines aux US. C'est le leader mondial du plastic compounding. Donc le plastic compounding, c'est les petits pellets de plastique que tu mets dans les extrudeuses. Je pense que ton casque, il a été fait avec une extrudeuse. Et eux, en fait, ils ont dit « Ok, j'ai compris ce que tu fais. » Et il y a deux aspects. Le premier, c'est « Vous allez venir dans mes opérations et on va tout changer. » On est en train de faire en sorte que leur EBITDA augmente de 15%. Donc pour les financiers qui nous écoutent, ils savent que c'est massif et on est en train d'y arriver. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ils m'ont dit en plus, on a 40% des boîtes industrielles aux US qui sont nos clients directs. Donc on va faire du cross-sales et on va vendre tes boîtes. Et du coup, ils sont activement en train de resell les boîtes les plus matures qu'on a dans le portfolio. Et donc, on a 4 boîtes qui ont mis un bureau à Boston. Moi aussi, j'ai mis un bureau à Boston. Et donc, ça, c'est mon premier Anchor LP. Mon deuxième Anchor LP, c'est Decathlon Pulse. Parce qu'en fait, Decathlon Pulse, ils ont un gros sujet qui est les supply chains. Comment est-ce que tu fais pour les supply chains? Comment est-ce que tu fais? Ça va être quoi le futur, en fait, de où est-ce que j'achète, comment je le fais, la place du digital dans ce modèle productif, etc. Alors, je ne peux pas parler des projets qu'on est en train de faire parce qu'ils seront annoncés une fois qu'ils auront été faits, mais on a des projets massifs en cours et hyper inspirants. Ouais, c'est le fonds venture, c'est ça, hein? Ouais, en fait, c'est pas un vrai CVC, mais c'est un fonds. Ouais. C'est un espèce d'animal dont le boulot est de faire en sorte que Decathlon dans un premier temps et ensuite, je pense, tout l'écosystème profite de tout ce renouveau. Ils ont plusieurs tests, dont un test de renouveau industriel. J'ai un de mes ex-associés, la Florent, qui est parti chez eux. Effectivement, ils sont un mec top. Ils sont très bons. Ouais. Florent, c'est une star. Ex-Google, génial. MIT, tout ça. C'est un des interlocuteurs. Ouais, génial. Tu es entre de bonnes mains avec lui. Ouais, c'est sûr. Tu vois, je l'apprends en t'écoutant, donc c'est pas téléphoné. Cet argent, donc, il va servir à quoi? Parce que 75 millions, j'espère, tu auras d'ici à la fin de l'année. C'est assez massif pour du logiciel. Pas pour de l'infrastructure IA, mais pour du logiciel, c'est pas mal. Tu vois, là, on a 22 boîtes dans le portfolio. Juste l'année dernière, ils ont levé 55 millions de dollars collectivement. Et je pense que ça va augmenter dans les prochaines années. Parce que tu vois, j'ai des cohortes. Donc les boîtes qui ont été créées il y a 2-3 ans, elles commencent à devenir grosses, etc. Et en fait, je veux les accompagner. Il y a aussi un aspect de rester au board. Parce qu'en fait, nous, on commence, on est au board, donc tu vois, on a 25%, etc. Mais si on se fait trop diluer, il y a des fois des VC qui disent merci pour les premières étapes, à plus. Oui, parce que je dis, c'est pas mal. L'idée, c'est que tout cet argent ira dans tes boîtes, mais elles iront lever aussi auprès d'autres fonds. Hein. L'idée, c'est de faire effet de levier. Exactement. C'est, je sais pas, du 1 pour 5, 1 pour 10. 1 pour 12. 1 pour 12, si tu veux pas te faire diluer. Quand nos boîtes lèvent 1 euro avec nous, elles enlèvent 12 après. Ça, c'est la moyenne des 4 dernières années. Et du coup, en fait, c'est exercer nos prorata. Nous, j'en avais parlé avec un de tes confrères il y a 2 ans sur Method to Scale. Notre vision du scaling,
c'est pas de faire 400 boîtes par an. Notre vision du scaling, c'est d'essayer de faire en sorte que nos boîtes aillent de plus en plus vite, de plus en plus haut et réalisent la vision dans de plus en plus d'usines. Tu vois, là, on est dans 3800 usines. Moi, j'aimerais bien qu'on soit dans au moins 40 000 usines avant 2030. Et pour ça, il faut soutenir l'ambition. Tu parlais des Venture Studios. Pour moi, le Venture Studio le plus successful de l'histoire, c'est Suttery Ventures. Et alors, personne ne le connaît, mais même à SF1, personne ne le connaît. Suttery Ventures, c'est un startup studio. Ils font 4 boîtes par an. Il y en a une sur 2 KPO au bout de 7 à 10 ans. Ils avaient 21% d'une petite boîte qui s'appelle Snowflake. Ouf. Snowflake, ça sort d'un startup studio. Ok. Et en fait, moi, ma vision de ça, c'est de dire, de toute façon... Fondé là, par 2 Français et qui a valu jusqu'à 100 milliards. Exactement. Sûrement un peu moins aujourd'hui parce que la tech... Exactement. Ouais. Mais tu vois, ma vision, c'est de dire, le scale, c'est qu'on va accompagner les boîtes jusque-là. C'est ça le niveau d'ambition. D'où aussi le bureau aux US, parce que le plus gros marché du software, bien évidemment, est aux US. Oui, US, on le redit, US, entre Paris et Boston, notamment parce que tu as tes investisseurs là-bas. Cette vision que j'évoquais en intro, là, donc politique, géopolitique, elle est dépassée pour toi, là, le combat Europe-États-Unis, faut aller bien au-delà? Il y a des tensions, c'est indéniable. Il y a certains industriels que je comprends d'ailleurs qui peuvent plus s'exposer à la Chine, qui peuvent plus s'exposer aux US. Enfin bref, il y a un peu tout qui change. Moi, je pense que quand même, ce que nous on appelle l'Occident, tu vois, the West, on a beaucoup plus à gagner à être ensemble qu'à commencer à se polariser et à plus être ensemble. Ça vaut pour l'Europe, ça vaut aussi pour l'Europe avec les US. Après, je pense aussi qu'il faut connaître ses intérêts, il faut savoir ce qui se passe. Nos boîtes ne deviennent pas des boîtes full américaines. Nos boîtes, elles sont investies par des Américains. Et tu vois, par exemple, tous les ingés, tous les produits restent en France à chaque fois. Donc, mais je pense qu'il faut être exposé à ces marchés, d'autant plus que, tu vois, on a la chance d'avoir des géants français à la Mistral, etc. En fait, il faut être dans le marché si tu veux exister. Et donc, rester tout français, rester tout européen, c'est trop petit. Même dans l'industrie? Surtout dans l'industrie. Ouais. Oui, bah, regarde, Mistral, il investit en Suède, Ouais. 1 milliard cette année. Par exemple. Ok. Tu as cité une de boîtes. Est-ce que tu as d'autres success stories qu'on ne connaîtra pas malheureusement, enfin qu'on ne connaissait pas, mais qu'on va connaître grâce à toi aujourd'hui, parce que c'est pas encore des licornes, c'est pas encore des boîtes qu'on entend à droite à gauche, mais visiblement qui creusent leur sillon. Et, Ouais, je pense. Je peux citer Kraft, Ouais. tu vois, par exemple. Kraft, ils ont fait des Avec très belles 2 A. levées de fonds. Ouais, c'est que ça. Ils ont fait des très belles levées de fonds. Je crois qu'ils ont levé 12 ou 14 millions, un truc comme ça. Et donc, Kraft, on est allé sur des chantiers de construction et sur des gens. Premier insight, 100% des chantiers ont un groupe WhatsApp. Deuxième insight, 100% des boss se plaignent parce qu'il n'y a rien dans SAP ou dans les logiciels où tu es censé mettre des reports. Donc on s'est dit, on capture WhatsApp, on met de l'AI, ça crée les rapports en automatique. On a fait ça, et là je crois qu'ils ont 200 000 utilisateurs. Et il y a un truc aussi qui est marrant de cet écosystème-là, qui est nos boîtes en moyenne, quand elles lèvent 1, elles rendent entre 1,2 et 1,4 de revenus en moins de 3 ans. Donc en fait, on est très cash efficient. Et je pense que ça fait que nos boîtes sont un peu sous le radar. Bon, il y a aussi qu'on est trop ingénieurs. Mais elle est où la barrière à l'entrée là? À Kraft. À Kraft, ouais. Là, aujourd'hui, tu vois, ils ont 7 modules supplémentaires avec de l'IA qui permet en fait de faire d'autres trucs. Donc, par exemple, ils sont capables de faire des plans en automatique, ils sont capables de faire... parce que là, tu me l'as fait Kraft pour les nuls, quoi. Ouais, le début. Pour les nuls, mais le début. Ouais. Et tu vois, ils sont en train de faire des modules, de faire des trucs. Et là, en fait, surtout, ils ont un usage qui est absolument... Enfin, en fait, jusqu'à là, il y avait quand même assez peu d'apps qui avaient réussi à créer l'usage terrain qui fait que tu es adoré. Donc en fait, tu remplaces WhatsApp, déjà tu l'as l'usage. Donc ouais, mais en fait, tu vois... Justement, c'est quoi tes KPI là? Donc usage, revenu, churn, croissance, revenu? D'abord le revenu. Ok. Et mais revenu, ça c'est la conséquence. Le revenu et le revenu par account. Un des trucs qui est très important pour nous, ça vient avec le 10X dont je te parlais. Parce que, il y a les plays très horizontaux où tu vends très peu cher à plein de gens, etc. Ça, on ne sait pas faire chez OSS. Ce qu'on sait faire, c'est faire un truc très cher qui fait un truc très gros qui, du coup, rentre dans la tête du CEO parce que c'est un de ses top 3 sujets. Ça, c'est ce qu'on sait faire chez OSS. Et en fait, le revenu par client, il est vachement important. Après, tu vois, je te cite par exemple, en moyenne dans nos boîtes, on a 120% de net retention rate. Donc, le net retention rate, pour tes auditeurs qui connaissent peut-être pas, c'est tu prends ta base de clients de l'année d'avant et tu regardes le revenu de l'année d'après par rapport au revenu de l'année d'avant. Nous, c'est 120%. Donc, en fait, tu te lèves le matin, tu poses le pied le 1er janvier, tu as déjà fait 20% de croissance. Bon, ta vie, elle est mieux, quoi.
Ça, c'est la conséquence d'un focus extrême sur user care, sur le déploiement, sur machin, etc. Tu vois, c'est le côté ingé, un peu besogneux, machin, etc. Ça, c'est un truc très important. Un autre truc très important qu'on regarde, c'est nous, on regarde pas le TAM, on regarde le SAM directement, donc le Sellable Addressable Market. C'est-à-dire, ma théorie, c'est que si tu additionnes tous les TAM de tous les slides de VC en seed de la place de Paris, je pense que tu fais 7 fois le tour du monde et 40 fois le GDP, quoi. Donc en fait, nous, on dit... Voilà, attends, tu m'enchaînes les acronymes. Donc, Pardon, rappelle-moi, SAM, TAM. donc, TAM, le c'est la SAM, taille du marché. TAM, c'est Total Addressable Market. Ouais. Généralement, pour dire que tu as un super business, tu prends l'ensemble de l'univers. Et là, tu dis 35 milliards. Voilà, j'ai un marché à 35 milliards. Donc. Nous, le Sellable Addressable Market, c'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est on a le nom des boîtes. On dit, cette boîte-là, elle a 60% de chances d'acheter et je lui vends à temps. Et voilà pourquoi. Donc le Sellable Addressable Market, nous, généralement, tu vois, quand on sort les boîtes qui sont à 500K, ils ont la liste du SAM et tous les trucs déjà faits pour pouvoir les contacter, pour au moins aller à 10 millions de revenus récurrents dans les 2-3 prochaines années. Et en fait, ça, ils l'ont déjà. Et donc, quand tu vas prendre du capital, mais surtout quand tu opères la boîte, en fait, tu n'es pas en train de te demander, de te poser des questions. Tu as une liste, il faut exécuter la liste. Et le truc, typiquement, tu vois, ce qu'on fait en fin de process, c'est qu'on dérisque la liste. C'est-à-dire, tu en prends 40 et tu vérifies tes ratios. Donc, si tu dis que tu penses que tu vas toper 10% en année 1, machin, en fait, tu vérifies sur 40. Et quand c'est vérifié et que tu as ta liste avec 40 000 noms dedans, après, c'est de l'exec, tu vois. Tu me cites un nombre de KPI, de chiffres, là, sans aucune note. De tête, j'adore. On est un peu des fous furieux là-dessus parce qu'on a voulu vraiment se scaler à l'intérieur d'OSS. On a créé un truc en interne qui s'appelle Minds. Et donc Minds, toutes les boîtes nous reportent à peu près 50 indicateurs tous les mois. Et en interne, on a fait toutes nos user research. Il y a un bot qui record, machin, tous nos trucs. Et donc Minds, c'est une AI qui regarde les signaux et qui te dit si ça va aller dans le mur ou machin et les actions qu'il faut que tu fasses. Donc nous, en fait, on n'est pas en mode on fait le board et puis on discute et puis on définit qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a Minds qui nous ping, qui nous dit hey, le nombre de new leads de cette boîte-là, il est down et le conversion rate, il est down. Donc dans 6 mois, voilà ce qui va se passer. Il faut que tu ailles là-bas pour comprendre. Et là, il y a mes équipes qui s'auto-envoient là-bas pour le faire. Donc ouais, et on est très data, comme tu peux le voir. Tes solutions, elles tournent dans combien de sites industriels là 3800. 3800, 20% 3800 usines 3800 usines, 200 000 utilisateurs monthly. On devrait faire 100% de croissance cette année. Et pour que tu aies un sens de qu'est-ce que ça veut dire, il y a 55 000 sites industriels en France, il y en a 400 000 en Europe, et il y en a 500 000 si tu prends US, Canada plus Mexique. Donc ça reste peanuts. Et donc on va faire beaucoup de scaling. L'Amérique du Nord, ouais, c'est une priorité pour vous ? Ouais. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est une terre de software. Ils savent beaucoup mieux acheter du software. Les cycles de vente sont moins longs, etc. Il y a aussi un truc qui est, les salaires sont beaucoup plus hauts. Donc en fait, comme nous, en fait, nos softwares, ils remplacent du software. Enfin, nos softwares, pardon, remplacent du salaire. En fait, tu peux le vendre beaucoup plus cher. Et puis il y a un autre truc qui est, je te cite un number. Aujourd'hui, si tu vends au Texas, la première année, tu as l'électricité à moins 40% si tu mets une usine. Et la première année, on te donne $1 si tu investis $1 dans un software. Donc en gros, laissé gratuit pendant un an, financé par le gouvernement américain. Dans les 2 prochaines années, ils vont construire autant de sites industriels que dans les 10 dernières années cumulées. Et subventionne à mort. Hein. À mort. On dit qu'en France, on est un État socialiste, mais c'est pas mal là aussi. Ah oui, mais en fait, l'économie, elle est plus étatisée aux US qu'en France, hein, sur ce sujet en tout cas. Parce que soutien au software et soutien... Donc, qui soutient du coup l'économie locale, parce que les deux bouts de la chaîne. La terre les deux bouts de la chaîne. Des startups spécialisées dans le logiciel. Et de l'électricité qui coûte une blinde un peu partout maintenant, voilà. Et qui est un vrai sujet dans ton secteur. Tu as dit nos logiciels remplacent des salariés. Et bien sûr. Et donc, parce qu'on cherche une meilleure efficacité, on cherche à baisser son coût de production. C'est quoi la tendance là ? Parce que déjà, il n'y a pas assez de gens. Il y a 1 million, soi-disant, il y a 1 million de jobs industriels qu'on cherche en France dans les 10 prochaines années. Moi, je pense que ça sera entre 100 et 200 000 parce qu'il y aura de l'automatisation et de l'AI qui sera passée par là avant. Et aussi parce qu'en fait, on ne peut pas opérer à l'ouest le modèle des sweatshop factory qu'on a au Bangladesh. On ne peut pas. Donc en fait, tu ne peux pas avoir le même nombre d'heures. Enfin, tu vois, là, hier matin, j'ai eu un patron d'un tier 1 aéronautique français et je lui ai dit alors, comment ça va ? Tu sais que j'ai mes guys qui arrivent chez toi dans 2 semaines. Est-ce que tu peux me dire les sujets sur lesquels il faut qu'ils bossent ? Et le truc qu'il me dit, c'est j'ai signé 2 nouveaux clients. Sur ces 2 nouveaux clients, j'ai 120 000 heures d'industrialisation
en plus. Et il me dit, je peux pas. Il me dit, est-ce que c'est 120 000 heures? Tu penses qu'avec des AI agents, on peut faire en sorte que ce soit 20 000 heures? Je dis, bah peut-être, on va voir gratter. Et par contre, les 20 000 heures, elles seront par des gens qui ont des skills de coding, de system thinking, qui fait qu'ils seront bien mieux payés. Et donc, ce sera plutôt les ingés Tesla à 500 000 balles que les gens dans la roue à un SMIC et demi. Ouais, et aujourd'hui, c'est eux qui perdent leur job, clairement. Ouais. Par Et ils nous en veulent beaucoup, ouais. Ouais. Ils vous en veulent, à toi. À tout le monde. Ouais. Tu sais, moi, je suis tout le temps dans les usines, hein, donc je les vois, ces gens-là. Bon, déjà, ils savent. C'est pas la peine de leur jouer la mélodie. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Machin. Ils le savent. Déjà, ils le savent. L'autre truc, c'est qu'en fait, c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, elle est désindustrialisée. Enfin, tu vois, c'est 9% du PIB. On est passé sous la Grèce. Je veux dire, c'est ridicule. Mais on peut inverser ça ou pas? Ouais, je pense qu'on peut inverser. Ça prendra 10-15 ans. Ok. Donc l'IA, alors là-dedans, parce que voilà, c'est le gros buzzword depuis quelques temps, mais c'est aussi une réalité, clairement, une réalité d'investissement, une réalité de retombées pour des gens comme toi. Après, c'est pas encore hyper aussi rentable qu'on voudrait, c'est jamais aussi rapide qu'on veut. Regarde, ça fait je sais pas 18 mois peut-être qu'on parle des agents. Il n'y a pas des agents partout, on n'a pas tous un jumeau numérique, un truc qui fait toutes nos tâches à notre place. Donc, comment tu vois les choses, toi? Forcément, pour vous, c'est une super opportunité. Ouais. Mais ta vision macro là pour le marché, bah, tu peux te contenter de l'industrie, c'est déjà pas mal. Mais 9%, ouais. Je peux te dire sur l'industrie parce que je suis tout le temps. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 9% des boîtes qui font des vrais gains avec l'IA. 29% des usines qu'on va voir qui font des vrais gains avec l'IA. Et en fait, parmi les secrets, c'est faut choisir un gros truc à régler. Ça prend toujours plus de temps que ce que tu crois. Il faut faire des systèmes agentiques qui sont un peu particuliers. Un des learnings aussi qu'on a, c'est par exemple, il ne faut pas faire de l'IA pour faire l'output, il faut faire de l'IA pour faire le code qui fait l'output. Tu vois, par exemple, on met des agents, nous, dans des endroits, défense, pharma, aéro, donc des trucs où c'est régulé. Donc en vrai, tu n'as pas le droit de faire de l'IA. Enfin, jusqu'à ce que Giscard arrive à faire de la certification d'IA, mais pour l'instant, il n'y a aucune IA qui est certifiée. Par contre, avec l'IA, tu peux faire le code qui fait l'output. Et donc, quand tu regardes tout ça, nous, on voit des productivity uplift, donc des gains de productivité entre 40 et 60%. Ça va jusqu'à 90%. Mon partenaire à Boston, on passe de 35 à 5 planeurs. Et donc, cet ordre de grandeur, il est fait. Il est fait aujourd'hui par 9% des boîtes sur des périmètres qui sont encore assez petits parce qu'en fait, c'est dur. En fait, c'est dur et c'est cher. Et donc, comme c'est dur et c'est cher et c'est long, et il faut que ce soit fait avec des compétences qui sont rares, en fait, pour l'instant, c'est fait aux endroits les plus importants. Et tu vois, par exemple, je t'apprends rien, mais Mistral, ils ont annoncé leur revenu, je crois que c'est 400 millions l'année dernière, et ça va être 1 milliard aujourd'hui. C'est du consulting pour faire ça, ce dont on est en train de parler. Donc eux, ils ne productisent pas, ils font consulting. Mais ah oui, ils accompagnent les boîtes, quoi, en mode cap, etc. Exactement. Ils vont prendre 50, 100 millions à un grand compte du CAC 40 pour les accompagner. Ouais, ils leur disent, ok, t'as 6 call centers, tes 6 call centers, on va les remplacer par un demi-call center, et on va mettre de l'IA et machin et tout. Et ils font un énorme projet, 100 millions et compagnie. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on productise des agents IA. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit qui est live, c'est les 9% des boîtes sur des petits périmètres. Et on verra après pour le reste. Je pense que ça va aller potentiellement crescendo, c'est-à-dire de plus en plus. Surtout au moment... Tu penses, t'en es persuadé? Bah ouais, surtout qu'en fait, nos premiers boîtes AI native qu'on a sorti il y a 1 an, 2 ans commencent à vraiment scaler leur méthodo. Et en gros, en 2-3 mois, tu es capable, tu vois, dans le cas de villes, hein, chez eux, un déploiement, c'est 3 mois et ils font 80% de productivité. Et donc ça, c'est industrialisé. 9%, c'est rien pour moi. C'est-à-dire que tu as un boulevard devant toi. Ouais. Mais du coup, il me manque une équation dans ton truc. C'est qui s'est mis à l'IA? C'est 9% des gens qui se sont mis à l'IA ou 9% de tout le marché? 9% des factories qu'on voit, on fait au moins un projet IA qui marche. Et combien ils sont allés? Combien ont déjà mis un orteil là-dedans? Moi, intuitivement, je dirais 1 sur 3. J'ai pas les numbers là-dessus, mais d'accord. Intuitivement, je dirais 1 sur 3. Ah, donc ça ferait du coup 9% sur un tiers. Ah oui, non, mais... c'est déjà un tiers en fait qui fonctionne. Ouais. Mais qui ont un truc qui fonctionne. Oui. Donc ils n'ont pas encore fait tout leur PNL. Okay. Une grosse boîte, on est tout le temps en train de faire ça. Une grosse boîte, tu as peut-être 10 à 20 à cette IA qui vraiment change tout. Et donc là, tu as 9% des boîtes qui en ont mis 1. T'imagines ce qu'il y a derrière, quoi. Bon, on est allé au bout. Merci 1000 fois, Renan. Tu faisais quoi du coup avant ce fonds de 75? C'était quoi les revenus? C'était la création, quoi.
Avant, Entre 2019 et maintenant. j'ai investi l'exit dont je t'ai pas donné les numbers. J'ai investi 40% de ça pour faire fonctionner une équipe de 20 personnes et commencer les boîtes. Donc là, on a créé 22 boîtes, on a fait tous les trucs pendant les 4-5 ans. Ça représente combien, combien de gens, chez toi et surtout chez les boîtes? Chez moi, il y a 20 personnes. Dans toutes les boîtes, il y a à peu près 800 personnes. On a 11 séries A, 4 séries B. Il y a pas mal de gens qui remplissent leur frigo grâce à toi, là. Oh, grâce à eux. Oui, mais grâce à eux, évidemment. Mais tu es quand même le chef d'orchestre. Et vous serez où dans 10 ans? Ça ressemblera à quoi, OSS, dans 10 ans? Dans 10 ans, on sera à Sutter Ventures. C'est-à-dire, on sera peut-être aussi peu connu qu'aujourd'hui. Mais par contre, quand tu te baladeras dans une factory, en moyenne, on leur vendra entre 5 et 10% de leur sales total par de l'AI et du software. Et personne ne saura que c'est nous. Comme je t'ai appris que Snowflake, c'était un venture builder. Mais ce sera nous quand même. Tu veux être leader. Ouais. Ni plus ni moins. Bon, merci beaucoup. Bravo, Ronan, déjà pour ce que tu as fait. À très vite. Et donc, longue vie à Merci. OSS Ventures. Merci beaucoup. Ciao, ciao.